Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. À partir du 15 septembre prochain, sans passe vaccinal, vous ne pourrez pas vous déplacer pour l'intérieur du pays ni accéder à des lieux publics. Cette mesure vise à lutter efficacement contre la pandémie de coronavirus qui continue de faire des victimes. Une conduite d'eau de la Société des eaux de Guinée a éclaté ce matin à Limbaya Tannery que des dégâts matériels ont été enregistrés. Les voiries urbaines de Conakry où le casse-tête des usagers, les risques d'accidents, les embouteillages monstrueux pour ne citer que cela, où est le service d'entretien routier, Mamadou Kalisso sera dans cette édition. C'est tout pour les titres de développement. C'est un tour. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Pensez à disposer de votre passe vaccinal, car à partir du 15 septembre 2021, sans suffisant, l'accès à des lieux publics pourrait vous être refusé. Vous ne pourrez pas non plus voyager. Les autorités sanitaires du pays ont pris cette mesure pour non seulement inciter les citoyens à se faire vacciner, mais aussi maîtriser la pandémie de coronavirus qui a déjà fait une centaine de morts. Ali Badara Camara et Fodé Brahim Bangoura commentent les images de nos confrères de West Africa TV. Suivez. EpiPass, c'est le nom de la nouvelle plateforme qui permet d'avoir accès à son passe vaccinal par voie électronique partout dans le pays. Une politique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui vise à sécuriser les carnets verts en Guinée. Une personne qui n'a pas le passe vaccinal peut ne pas accéder à des lieux publics ou à des lieux de travail ou à des lieux, je ne sais pas quoi, mais il ne peut pas aussi sortir du pays, il ne peut pas voyager, il ne peut pas aussi aller à l'intérieur du pays. Parce que c'est le passe vaccinal qui certifie que vous avez été vacciné contre la Covid-19. Et dans les deux modules que nous avons proposés, il y a le premier module qui permet juste de rechercher une personne pour avoir son certificat en ligne. Et il y a le deuxième module qui permet de vérifier la véracité de votre certificat ou de votre passe électronique. Cet agent des données à l'Agence nationale de sécurité sanitaire revient sur des dispositifs de la nouvelle stratégie du passe vaccinal biométrique en Guinée. Pour avoir le passe vaccinal, vous devez tout d'abord bénéficier des 2 doses de vaccination, c'est-à-dire que votre statut vaccinal soit au complet et que le système vous prend en compte, vous êtes déjà enregistré dans le système national. Et après, il y a notre système passe vaccinal qui va vous envoyer un SMS en vous donnant 2 liens. Le premier lien va vous rediriger vers votre passe vaccinal électronique. Et le deuxième lien va vous rediriger vers votre certificat de vaccination. Sur les sites identifiés pour la prise du vaccin contre la Covid-19, certains candidats à la vaccination sont intéressés par le pass que le vaccin. C'est le cas de ce citoyen qui vient se faire vacciner, mais peu confiant. Pas du tout, pas du tout. Je n'ai aucune information sur ce vaccin. D'ailleurs, je ne fais pas confiance. Mais c'est devenu une obligation. Parce que pour avoir des documents nécessaires aujourd'hui en Guinée, il faut avoir un pass sanitaire. Comme moi, par exemple, je voulais partir hier. Je suis parti hier, dimanche, à la sécurité pour aller chercher des informations là-bas. Je n'ai pas eu l'accès parce que je n'avais pas de pass sanitaire. Donc c'est devenu une obligation pour moi aujourd'hui. Sinon, je ne fais pas confiance à ces vaccins. Je ne veux même pas me vacciner. Sur les 6 millions de Guinéens concernés par ces opérations de vaccination, seulement 345 767 ont reçu leur dose complète. Que dire des effets secondaires que bon nombre de citoyens rencontrent aujourd'hui, une préoccupation à laquelle Ali Badara Camara et Ibrahima Souri Camara ont tenté de répondre à travers des témoignages saisissants. Vous allez le comprendre à travers ce reportage que vous propose. Suivez. Les femmes enceintes, les nourrices et des personnes malades sont entre autres catégories de personnes inéligibles à la vaccination contre la Covid-19 en Guinée. Sur les sites de vaccination, l'affluence est perceptible, mais beaucoup viennent se faire vacciner avec méfiance. Les premières prises de doses ont provoqué chez certains des problèmes de santé. Ce jour-là, quand j'ai pris la première dose, c'était le matin à 10 h. Quand je suis arrivé à la maison, je me suis senti fatigué. Et j'étais, bon, pas fini, je suis rentré me coucher, tellement j'avais de fatigue.
J'ai fait 2 heures de sommeil. Quand je me suis levé, j'avais tellement faim et je suis allé manger. Mais jusqu'à présent, quand il fait très froid là, mon corps commence à être chaud. Et pour cela, aujourd'hui, je suis venu pour dire à des gens si je peux prendre pour la deuxième dose aussi. Depuis le lancement des opérations de vaccination, l'équipe vaccinale du Centre de traitement épidémiologique de Bessia a remonté une dizaine de personnes vaccinées ayant présenté des effets secondaires. Selon cet agent vaccinateur, un important dispositif est mis en place pour gérer les cas similaires. C'est des effets secondaires c'est des effets secondaires mineurs, au fait. C'est soit des céphalées, des vertiges ou une asthénie physique. Et quand ces personnes arrivent ici au centre, on les dirige vers la pharmacie. On a un pharmacien qui est compétent, donc en fonction des signes, des symptômes, on arrive à les satisfaire. Vu la forte mobilisation des candidats sur les différents sites de vaccination, cet observateur sollicite une vaste opération de sensibilisation des citoyens avant l'arrivée des 7 millions de doses de vaccins annoncé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Si on ne fait pas attention, il y aura beaucoup plus de dégâts par l'effet de la vaccination que les bénéfices, puisque actuellement il y a une vague de la population qui se livre au vaccin, alors que ce n'est pas toutes les personnes qui devaient bénéficier. Donc il faudrait une vaste sensibilisation aux côtés de l'ANSS pour pouvoir dire à la population et énumérer certaines maladies bien déterminées qui sont incompatibles au vaccin pour leur dire que quelle que soit la motivation de la population, cette catégorie ne doit pas participer à la vaccination. À date, le pays dénombre 302 cas de décès hospitaliers avec 120 nouveaux cas de contamination sur 1112 personnes testées ce mardi et 245 ont été déclarées guéries de Covid-19. Avec la récente découverte à Guékédou de la fièvre Marbourg et bien avant du virus Ebola, la Guinée forestière semble être l'épicentre d'épidémie. C'est le constat malheureux dressé par des observateurs. Pour certains d'entre eux, la consommation de la viande de brousse est plus fréquente dans cette partie de la Guinée pourrait être une des raisons. Aux autorités du pays, ils proposent une vaste campagne de sensibilisation pour comprendre et mettre fin au phénomène. Le reportage d'André Moussi-Milmono et Yacouba Traoré. Après le virus Ebola, celui de la fièvre de Lassa, c'est au tour du virus de Marbourg d'être découverte en Guinée forestière. Est-ce l'épicentre des épidémies en Guinée? Ce ressortissant de la région forestière tente d'expliquer cet état de fait. Dire aujourd'hui que la forêt est devenue l'épicentre de toutes ces maladies, c'est trop dit. Mais nous savons aujourd'hui que toute espèce d'animaux vivent en Guinée forestière. Nous sommes la zone forestière par excellence et qui vivent avec des animaux peuvent s'attendre à toutes sortes de maladies, puisque en majeure partie, ces maladies proviennent de ces animaux. Amadou Kourouma estime que cela n'a rien de politique. Il considère comme non-événement toute récupération politique. Aucun président de la République n'a intérêt à ce que sa population soit ravagée par une maladie. Mais quand ta population est ravagée par la maladie, tu vas gérer quoi? Les maisons ou des forêts? Quand même. Quel business? On gagne quoi? On y gagne quoi? Pour circonscrire la progression de ces virus en région forestière, notre interlocuteur mise sur la sensibilisation des ressortissants, les invitant de passage à se faire vacciner massivement pour se mettre à l'abri de tout risque. Si on pouvait se permettre hier de manger un bon plat de commando ou un bon plat d'agouti, aujourd'hui on ne peut plus se le permettre. Parce qu'on est menacé, c'est notre quotidien même qui est menacé, c'est notre vivre ensemble qui est menacé et il faut vraiment continuer à sensibiliser pour arrêter. Découvert il y a quelques jours à Témissadou, dans la préfecture de Guékédou, la maladie à virus Marbourg, comme Ebola, se transmet à l'homme par la chauve-souris et d'autres rongeurs. Pour l'heure, aucun traitement curatif n'est disponible. On parle toujours de santé dans cette édition d'information. Les acteurs préfectoraux impliqués dans la lutte contre la Covid-19 ont tenu ce mercredi une rencontre de concertation. Cette réunion vise à étaler la situation épidémiologique dans la préfecture de Boké. Reportage à Foudoumar Kamara, Essatou, Kesso Diallo, Salifouli Foussissi.
Cette rencontre vise à mettre en application la décision gouvernementale dans cette zone minière. Désormais, le couvre-feu est instauré de 22h à 4h du matin, mais aussi l'interdiction des soirées dansantes dans toute la préfecture. Le couvre-feu sera respecté à Boké. C'est une zone minière. Nous avons décidé ensemble ici qu'à partir de 22h, il y a le couvre-feu, d'une part. D'autre part, nous avons cherché maintenant tous les lieux de loisirs doivent être fermés jusqu'à nouvel ordre. On ne revient pas dessus. Nous sommes catégoriques. Au cours de cette réunion de concertation sur la Covid-19, la directrice préfectorale de la santé a fait un bref exposé sur la situation en Guinée et celle de la préfecture. Pour elle, cette rencontre est une occasion de renforcer la DPS dans son combat contre la Covid-19. Si nous voyons que les autorités sont autour de nous avec un point ferme, ça nous donne le courage d'aller sur le terrain. La réunion d'aujourd'hui nous renforce et vous allez voir avec votre appui, bien sûr, vous les médias, dans une semaine au plus, les dispositions que nous allons prendre pour que les cas qui sont en recrudescence là diminuent, parce que c'est possible que ça diminue. La lutte contre la Covid-19 concerne aussi les religieux pour sensibiliser la population pour le respect des gestes barrières. Le représentant local des affaires religieuses de Boké promet d'élargir la sensibilisation à l'endroit des imams des différentes mosquées et églises de la préfecture. Nous allons mobiliser toutes les religieux, que ce soit musulmans, chrétiens, tous qui sont concernés quand même. On va les informer ce qui a été dit à la préfecture là-bas, ce qu'on a entendu. On va les transmettre, on va les obliger aussi, on va les informer les imams, les prêtres, à leur tour aussi dans les mosquées ou dans les églises, et aussi vont sensibiliser la population de la gravité de cette maladie-là. Selon la DPS, 54 cas confirmés sont hospitalisés au CTP de Boké, dont 31 dans la commune urbaine, 17 de Kamsar et 6 cas sont hospitalisés à Conakry. Retour à Conakry pour évoquer la moralisation des acteurs de la santé. Tenez-vous bien, c'est une situation qui inquiète plus d'un professionnel de la santé. C'est pourquoi une formation de renforcement de capacité a été initiée par la CONAPROS en vue d'assainir le milieu. Antoinette Dédé, Onivogui, Lamine Silla était de la partie. Suivez. C'est après un constat très alarmant, surtout en cette période où la pandémie du coronavirus tape de plein fouet les populations guinéennes, que la Coalition nationale des professionnels de la santé a initié une journée de formation d'orientation en faveur des responsables de plusieurs structures sanitaires de la place sur l'éthique et la déontologie médicale. L'objectif visé, c'était de former des professionnels de santé qui allaient démultiplier ces formations dans les structures de soins. Vous savez, aujourd'hui, notre pays est confronté à beaucoup de problèmes dans la gestion du personnel. Donc la gestion de la morale et de l'éthique est une priorité pour le président de la République. Et en fonction de cette priorité, nous avons cherché à organiser cette formation pour mettre à niveau le personnel soignant qui viennent dans les établissements et structures de soins. Selon le formateur, c'est le moment de prendre le taureau par les cornes pour éviter plus de dégâts. C'est un constat général, c'est que le niveau de la médecine guinéenne est tel que partout, les gens sont interpellés, et les dirigeants et les médecins, et quelquefois, ce sont les malades qui se plaignent de plus en plus. Donc il y a une prise de conscience générale qui fait que le constat est posé aujourd'hui, il faut se pencher sur la question, essayer de régler les problèmes qui se posent pour améliorer le niveau de la médecine guinéenne. Le secrétaire général des pharmaciens a pour sa part rappelé d'abord les situations précaires dans lesquelles vivent bon nombre de médecins avant de faire des recommandations. On fait en sorte à ce qu'ils soient pris en charge financièrement pour éviter des dérapages. Et la seule façon de gérer ça, ce serait de faire des choses contraires au serment qui est prêté. Voilà où je demande à ce qu'il y ait un assainissement du secteur, de tous les secteurs, le secteur pharmaceutique comme le secteur médical, et qu'on propose au chef de l'État, n'est-ce pas, qu'il y ait une reprise en charge du statut particulier des agents du secteur de la santé.
Pour joindre l'acte à la parole, des activités de sensibilisation de terrain sont prévues par la CONAPROS. Je vous le disais dans les titres, une conduite d'eau de la Société des eaux de Guinée a éclaté ce jeudi à quelques mètres seulement du marché de la tannerie. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais des citoyens à proximité du dispositif ont enregistré des dégâts matériels. Aminata Massiri Bangora et Ibril Kabak Kamara étaient sur les lieux. Une conduite d'eau de la Société des eaux de Guinée, SEG, est percée non loin de la tannerie. La pression projette l'eau de plus de 10 mètres de hauteur. Cette puissance d'eau se déverse sur les toits des maisons et les dégâts sont immédiats. Surprise, cette dame est tout simplement dépassée. Elle frôle un danger, mais au-delà, le contenu de sa maison est endommagé, dit-elle. C'est une image spectaculaire. Selon des témoignages recueillis sur place, ce tuyau a été touché lors d'un assainissement par une société de ramassage d'ordures il y a quelques jours. Cette victime explique sa mésaventure. Nous, on était en train de préparer. Les enfants étaient aussi assis à l'intérieur de la maison. On avait pensé au début que c'est des cailloux, mais les voisins ont dit d'aller voir puisque l'eau commençait à déborder. Quand nous sommes sortis maintenant, c'est là que nous avons constaté que c'est le tuyau qui est percé. Yari Kamara, une des victimes, dépassée par les dégâts de cette conduite d'eau, n'a même plus le courage de rentrer dans sa propre maison. Moi, j'étais assise dehors. Je ne savais rien. C'est un enfant qui est venu en courant. Il m'a dit que le grand tuyau est percé derrière ma maison. C'est là que j'ai commencé à crier en demandant de l'aide. J'ai dit aux voisins de m'aider. Ma maison a été inondée. Jusqu'à présent, je n'ai pas le courage de rentrer dans ma maison. J'ignore tout ce qui a été endommagé. Comme vous le constatez sur ces images, l'éclatement de cette conduite d'eau, en plus de la peur occasionnée, les destructions sont énormes, soulignent les victimes. Plusieurs habitations sont inondées et les contenus trempés. Les dégâts sont énormes. Même les lits ne sont pas épargnés. Vous voyez, les jeunes sont en train de nettoyer. Tous les déchets se sont retrouvés dans notre maison. Tout est maintenant dans notre cour. Aussitôt alertés, les responsables de la Société des eaux de Guinée ont pris des dispositions nécessaires. Une chose est certaine, nombreux sont les citoyens qui ont construit leur maison à côté ou parfois sur les conduites d'eau. Un véritable danger. Toujours à Conakry, les voiries de la ville entretenues il y a à peine un mois ont besoin d'être réparées. Elles sont toutes défoncées, inondées. Les citoyens ont lancé des cris d'alarme en vain et le ministère des Travaux publics se met dans un silence total. Mamadou Kalisso, Ibrahim Souri Kamara, explication. Fin de journée de travail pour ces minibus transportant de l'eau minérale. En tentant de feinter les trous béants, il a fini sa course dans ces cratères. Toutes les tentatives pour le sortir de là sont vouées à l'échec. Désormais, seule la grue ou un autre véhicule peut le tirer d'affaire. Bon, notre voiture, c'est le pneu qui s'est mis dans le trou là, le trou qui est là. Parce que c'est le goudron là qui s'est gâté quoi. Maintenant, notre voiture s'est coincée dedans. C'est notre voiture qui s'est coincée dedans quoi. Maintenant, on ne peut plus aller devant ni derrière. Vous voyez, donc c'est un peu difficile. Comme celui-ci, ils sont nombreux à laisser leur véhicule et perdre leur journée de travail sur ces routes défoncées et inondées. C'est déplorable, hein? C'est déplorable. On souffre. Moi, je quitte Kabelin. Je fais presque 2 heures de temps entre Kabelin et Symphonia. Symphonia a garé ici, le goudron là, ils ont mis ça il n'y a même pas un mois. Même pas un mois, tout est parti avec la pluie. Actuellement, ce sont ces voiries qui viennent d'être entretenues qui ont besoin d'être réparées. Ici, les nids de poules ont laissé place aux trous béants. Un vrai gâchis de l'amateurisme et l'irresponsabilité des entreprises contractantes et le ministère des Travaux publics.
Nous avons interrogé un expert en travaux publics sur la durée de vie éphémère de ces routes. La mauvaise préparation de la surface avant d'appliquer le bitume, la mauvaise formulation de l'enrobé, le mauvais compactage sont les principales causes, explique-t-il. Il demande catégoriquement l'argument phare de nos dirigeants qui soutiennent qu'on ne peut pas faire le bitumage en saison de pluie. Une aberration. Ibrahima Diakité, il n'y a pas de route ici. Ça, c'est pas bon. On va dire ça au gouvernement, la route n'est pas bonne ici. Ça, ce n'est pas du goudron, ça. Vous voyez, le gouvernement est là et vous avez vu que la population souffre beaucoup. Sur l'autoroute Fidel Castro, le carrefour de Kisoso symbolise les routes dégradées de la capitale. Le département des travaux publics reste sourd-muet face aux plaintes et cris de cœur des usagers. Il est midi. Des longues files d'attente de part et d'autre. Ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas attendre rebroussent chemin ou prennent le sens inverse. Si avant la photographie était un métier très prisé par les uns et les autres, aujourd'hui, grâce à l'abondance des téléphones sophistiqués, la prise de photos en studio devient de plus en plus rare. Cette prouesse technologique est perçue par les professionnels de la photographie comme une menace pour leur métier. Et là, Mamadou Saïdou Baldé et Yacouba Traoré ont été à leur rencontre. Suivez. Âgé d'une trentaine d'années, Justin Pépé Béavogui pratique le métier de photographe depuis 15 ans. Dès son jeune âge, il choisit de lier ses études à la photographie afin d'apporter un coup de main à ses parents. Aujourd'hui, grâce à ce métier, il réussit à se prendre en charge. Parce que mes parents, à un moment donné, les moyens ne les permettaient plus de payer ma scolarité. Il a fallu que j'apprenne quelque chose pour pouvoir joindre les bouts. Donc la photographie, je peux dire aujourd'hui, c'est grâce à la photographie que j'ai pu faire mes études. Et la photographie m'a permis aussi de me marier. Et jusqu'à nos jours, c'est la photographie qui me permet de nourrir ma famille. Si avant l'abondance des smartphones, le business de Pierre tournait à merveille, actuellement, difficile pour lui de trouver de la clientèle. Son seul salut existe dans les contrats qu'il gagne. Vu l'arrivée des téléphones Android, il y a beaucoup d'impact. Ça nous crée beaucoup de problèmes sur le terrain. Et aujourd'hui, les photographes s'attendent seulement qu'à un contrat. Qu'à un contrat, si tu es déplacé par quelqu'un, peut-être que tu peux compter seulement sur l'argent, le prix que vous avez discuté. Dans le cas échéant, tu ne peux pas trouver d'autres clients à côté pour pouvoir joindre un peu le bout, pour augmenter le prix que tu as discuté avec ton client. Parce que la plupart sont là avec les téléphones. Aujourd'hui, les menaces proviennent de partout. Coronavirus, risque de disparition du métier. Déjà, certains collègues de travail ont choisi d'emprunter d'autres chemins pour gagner leur quotidien. De nos jours, le métier est complètement menacé. Et vu aussi l'arrivée de cette maladie que nous appelons la Covid-19, la photographie a complètement baissé. Parce que la plupart des photographes se sont retrouvés presque dans la conduite de moto-taxi. Parce que les gens ont vu que la photographie ne rapporte plus rien. En ce jour dédié à la photographie, il plaide pour une réelle organisation du secteur, car pour lui, n'est pas photographe qui le veut, mais plutôt qui le peut. Tenu ce jeudi d'un atelier de formation et de renforcement des capacités des acteurs de la société civile sur le budget de l'État, c'est une initiative de la Coalition nationale des organisations de la société civile dans le cadre du projet suivi indépendant. Idrissa Bari, Ibrahima Souma pour le compte-rendu. Mise en place à la suite de l'annulation de la dette guinéenne par ses créanciers du Club de Paris, la mise en œuvre des projets financés sur les ressources du contrat de désendettement et de développement CD2 sont confiés aux organisations de la société civile guinéenne à travers la CONASOC qui en assure le suivi. Cet atelier auquel prend part les activistes de la société civile permet d'outiller ces structures dans le cadre de leur mission de suivi et supervision des différents projets sur l'ensemble du territoire national. La CONASOC, à travers l'AFD, sont décidés d'organiser cet atelier afin de permettre à tout le monde de comprendre le contenu du budget de l'État. Un système budgétaire transparent contribue à une gestion efficace et équitable des finances publiques, donc favorise le développement économique et social, d'où la collaboration entre les gouvernants et les gouvernés
à travers les organisations de la société civile. Votre initiation à l'analyse du budget de l'État, dans sa version budget citoyen, produit et diffusé par les autorités en charge des finances, permettra à notre pays d'améliorer davantage son classement en matière de transparence budgétaire dans un monde compétitif. La volonté de réaliser un projet est très importante, mais l'engagement financier aussi est aussi important. Au terme de cet atelier, les organisations de la société civile vont être déployées pour des missions de collecte des données tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays sur les infrastructures réalisées. Pour voir effectivement si tout ce qui a été fait au nom du CDD a été vraiment réalisé. Si l'argent utilisé a effectivement bénéficié à la population. Beaucoup de sociétés où des services font partie, je vais citer comme l'ANAFIC, le travail réalisé par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Le mécanisme du contrat de désendettement et de développement est une innovation pilote dont la Guinée fait partie. Les ressources issues de ce mécanisme sont orientées vers le développement d'infrastructures socio-communautaires. Nous partons à Séguiri où les femmes ont battu, pavé. Le problème, c'est autour du bloc 2 du site de la SAG qui réclament le recrutement de leurs fils et leurs maris au sein de la dite société. D'après nos informations, l'intervention des forces de l'ordre a tourné au drame. Plusieurs personnes ont été blessées et arrêtées, des magasins et boutiques pillées et incendiées. Pour le moment, la calmie règne en attendant la réaction des autorités. Reportage Fatmata Bintabari. Cet acte s'est déroulé le dimanche matin. Il s'agit de l'une des boutiques et magasins d'être ainsi vidés de leur contenu. En plus, 11 maisons étaient consumées par les flammes. Au total, 28 blessés, dont 4 grièvement. La mère de notre interlocuteur et plusieurs personnes touchées sont admises à l'hôpital à leurs propres frais. Si les femmes ne sont plus respectées, on se pose la question maintenant. Où on accuse le gouverneur, le préfet de Séguiri et ses deux secrétaires généraux. Parce que pour preuve, il y a de cela 2 semaines, le secrétaire général de l'administration de Séguiri, Sigouba Traoré, qu'on appelle Suprême, est allé avec tous les commandants des unités de Séguiri, la gendarmerie, police, CNIS et escadron. Elle est allée en disant à nos parents qu'ils ne vont pas accepter que Séguiri manifeste contre la SAG. D'après ce ressortissant de Séguiri, cette revendication fait suite au non-respect d'un accord ratifié par les autorités locales, la SAG et la communauté pour le recrutement des jeunes de Séguiri par la dite société. Mais jusque-là, toutes les négociations se sont soldées par des échecs. 62 champs avec son contenu ont été abandonnés. On a sensibilisé, les gens ont abandonné parce qu'il y aura l'emploi. Donc ce qui n'a pas marché, c'était maintenant l'ouverture de mines dans un village où il n'y a qu'un seul engagé pendant 28 ans d'exploration. C'est l'exploitation qui démarrait. Aucun employé engagé par la SAC, sauf une seule personne du village. Maintenant, c'est ce qui a été répliqué par les gens. D'autres ont fait 2 ans de contrat, ils ont pris ceci. Suite à des négociations, ceux-ci ont commencé à travailler à peine 1 semaine. Mais on a dit que la SAC ne peut pas recruter sauf les sociétés de sous-traitance qui maltraitent vraiment les travailleurs. Donc c'est pour cela que la communauté n'a pas accepté cela. Dans cette tractation, plusieurs personnes ont été arrêtées et traduites à la brigade de Séguiri. Ils ont arrêté le doyen des villages, le grand imam, plus une vingtaine de femmes, 17 jeunes qui sont avec eux, au CNS de Séguiri à Passina. Pour le moment, il y a un calme précaire, il faut le dire comme ça. Pour un retour au calme et la concrétisation des engagements, ces jeunes de Séguiri font une invite à l'État. La société, elle est là pour ses intérêts. Donc, je lance un appel à l'autorité qu'ils sont là pour nous. Ils ne sont pas là pour se servir d'eux, mais ils sont là pour servir la communauté. Faut-il rappeler que ces revendications sont récurrentes dans toutes les villes du pays qui abritent des sociétés minières. Restons toujours à Séguiri pour dire que les jeunes de 4 quartiers de la commune urbaine ont manifesté le week-end dernier contre le non-achèvement des travaux de réprofilage de la voirie urbaine. La mort d'un enfant dans un caniveau serait à l'origine de cette manifestation de rue. À la demande des autorités locales, des jeunes en colère avaient investi les rues pour exprimer leur colère. Alpha Omar Koïta signe la correspondance.
Les jeunes des quartiers Sigirinkura 1, Sokura, Kurukoro 2 et Énergie ont battu le pavé ce jeudi à travers la ville avant d'aller assiéger la mairie et le siège de l'administration préfectorale de Sigiri. Ces jeunes en colère n'avaient qu'une seule et unique réclamation, l'achèvement des travaux de reprofilage de la voirie urbaine démarrés il y a 5 ans. Nous souffrons depuis le démarrage de ces travaux. L'autre jour, un enfant est tombé dans le caniveau et est décédé. Il y a un militaire aussi qui est tombé dans le fossé ici. Son pied s'est cassé. Un autre jeune est tombé également dans le caniveau et a perdu ses 2 dents. C'est pourquoi on a manifesté. Nous demandons au président de nous aider pour sortir de cette souffrance. Beaucoup de femmes ont fait des fausses couches sur cette route à cause de ce mauvais état. Nous demandons donc à toute personne de bonne volonté de nous venir en aide pour arranger cette route. Après plus d'1 heure de négociations avec les autorités préfectorales et communales, les jeunes protestataires ont sursis à leur manifestation. Les entrepreneurs qui ont pris la route là, certains ont fait les 30%, certains n'ont pas fait. Mais jusqu'à présent, tous les entrepreneurs de 20 km de Pavas ont arrêté le travail parce qu'ils n'ont pas reçu leur argent. Lorsqu'on est sorti, maintenant le préfet est en congé, mais les 2 secrétaires généraux qui sont là, avec M. le maire, on a tombé d'accord d'attendre l'arrivée du président. Aboubakar Condé fustige l'attitude de certains hauts dignitaires du régime qui mettent selon lui leur intérêt personnel au-dessus de l'intérêt collectif. Aujourd'hui, on a constaté que les 10% des bénéfices des ministres arrêtent les travaux. Il ne peut pas contrôler. Moi, je t'envoie un projet d'1 milliard. Toi seul, tu prends 200 millions dans ça. Moi, je vais avec 800 millions au travail. Si j'ai des problèmes là-bas, est-ce que ces ministres peuvent me poursuivre? Il ne peut pas me poursuivre. Mais c'est ça le problème de la Guinée actuellement. Le professeur n'a qu'à faire face à ça. Il lance par ailleurs une invite au chef de l'État. On demande au président d'assister le travail, de nous aider. Si le président a arrêté et il est rentré à ses vacances-là, les choses ne sont pas remplies, on va dire à ces gens-là, on vous donne 2 semaines. Si vous ne faites pas quelque chose dans 2 semaines, Sigiri va sortir. Cette fois-ci, le sortir là aussi, ce n'est pas Sigiri Nkura 1 seulement. Tout Sigiri va sortir. Les habitants des quartiers Sigirinkura 1, Sokura, Kurukoro 2 et Énergie devraient passer le reste de la saison dans les mêmes conditions en attendant l'achèvement des travaux. Pendant ce temps, à Nzérékoré, l'identification des passagers devient obligatoire, indique le syndicat des transporteurs routiers de la ville, une mesure acceptée par les passagers. Moïse Bitien Lama s'est intéressé au sujet. Explication. Nous nous sommes intéressés sur la question d'identification des passagers avant l'embarquement à la gare routière centrale de Nzérékoré. Nous croisons 2 jeunes prêts à s'offrir les tickets de voyage. Je suis venu payer mon ticket, on m'a dit que c'est 250 000 francs guinéens. Maintenant, on m'a dit de donner mon numéro avec mon nom, donc je le fais. Je suis arrivé, j'ai dit je vais ticket pour Conakry. Ils m'ont demandé mon numéro, j'ai donné, ils ont enregistré, voilà je tiens mon ticket. Le secrétaire général de la ligne Nzérékoré-Conakry explique la nécessité pour les passagers de se faire enregistrer avant leur départ. On enregistre le nom des passagers pour les faire connaître par le syndicat. Connaître combien de passagers sont partis dans tel véhicule avec leur identification, qui est le numéro de téléphone. Les avantages liés à l'enregistrement des passagers avant leur départ sont multiples. Lassina Keïta revient et trouve la mesure sanitaire d'ailleurs. Plus souvent, on nous dit, on voit des passagers devant nous, j'ai laissé mon bagage dans le véhicule, j'ai oublié mon bagage dans le véhicule, ou bien le véhicule arrivé à certaines destinations, là où tout le monde descend pour manger. Il y a d'autres aussi qui font la perte de leur véhicule. Ils ne connaissent pas dans quel véhicule ils se trouvent. Donc le chauffeur nous appelle tous les passagers sont rentrés dans mon véhicule, mais il y a tels qui ne sont pas là encore. Il faut voir. Après le contrôle des numéros de tickets dans le véhicule, on nous dit, bon, on n'a pas vu le numéro de tel numéro. On dit, bon d'accord, on regarde dans la liste. On va l'intéresser, on appelle son numéro de téléphone, on dit bon, il faut rejoindre le véhicule, les autres sont déjà là-dedans.
À la gare routière centrale des Zérékouré, le syndicat enregistre chaque jour tous les passagers avant leur départ, à l'exception des mardis. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information à la régie avec Cheikh Omar Kaba. On n'oublie pas également Boubacar Fouté qui nous accompagnait à la réalisation, Mohamed Valek Touré. Portez-vous bien où que vous soyez, surtout restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir. Au revoir.